On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'Assemblée nationale vient de terminer sa session parlementaire. Nos députés rentrent à la maison. Dans les comtés, on fait le bilan de session dans quelques instants avec la députée d'Iberville de la Coalition Avenir Québec, Claire Sanson. Mais d'abord, député de Saint-Jean, représentant le Parti québécois, Dave Turcotte. Bilan de session parlementaire pour nos députés à l'Assemblée nationale à Québec. C'est le cas du député de Saint-Jean, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que vous êtes content que la session soit terminée? Oui, parce que ça nous permet d'être plus dans la circonscription puis de ne pas se taper la 20 aller-retour toutes les semaines. Oui, vous la connaissez bien, je présume. Oui, après 9 ans, là, oui. Après quelques années. Qu'est-ce qui a caractérisé, selon vous, la dernière session parlementaire qui vient de se terminer? Bien, c'est beaucoup mes dossiers de porte-parole, notamment toute la question des personnes handicapées, notamment la question des personnes handicapées adultes dans les CHSLD, là, quand on voit que c'est vraiment pas adapté pour eux. Et la question de la déficience intellectuelle, l'autisme. Suite à mes nombreuses questions, le gouvernement a annoncé un plan d'action, puis un léger réinvestissement, mais quand même un réinvestissement pour les services pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. On demande autant maintenant pour ceux qui ont vivant avec une déficience intellectuelle. Bon. Vous avez aidé d'ailleurs une famille d'ici qu'on a reçue en entrevue, là, le père et la mère, qui veulent avoir leur enfant à la maison, sont prêts à s'en occuper, famille Cadieux, oui, mais qui veulent avoir leur répit de fin de semaine. Exact. Et là, dans le fond, on leur a occupé le répit de fin de semaine, et dans le fond, on a comme forcé cette famille-là à placer. Tout à fait. Qui doit coûter beaucoup plus cher que de le garder à la maison. Ça coûte plus cher. Sur le plan humain, c'est pas la bonne décision. Plus, Et puis, il faut savoir que Jonathan, le jeune de 21 ans, qui a une trisomie 21 avec une déficience intellectuelle, très lourde. Exact. Il est en contention, donc attaché. Oh, il est attaché 23 heures sur 24 ou presque. Là. Donc, il est toujours attaché. Là. Mais là, il y avait une pétition de 5 000 noms à peu près? 6 000 noms. 6 000 noms. Qu'est-ce que ça a donné, La ministre a finalement dit que les parents avaient décidé de le placer, donc c'était leur choix. Mais c'est leur choix parce qu'ils étaient contraints, parce qu'ils n'avaient plus de répit. Et là, je demande à la ministre au moins de rencontrer la famille puis de voir s'il n'y a pas un terrain d'entente à quelque chose. Parce que pour le gouvernement, ça coûte moins cher d'offrir le répit à la famille. Sur le plan humain, c'est le meilleur choix aussi. Hein. Puis c'est le choix familial, c'est la même chose. Pourquoi, si c'est logique financièrement et humainement, pourquoi ça se fait pas? Ça, c'est une excellente question que je me pose. Puis dans tous les dossiers qu'on voit souvent des personnes handicapées, des soins à domicile pour les aînés, même, on dit ça coûte tellement cher de placer des gens en CHSLD, ça coûte plus cher aux contribuables, parce que le gouvernement doit payer pour ça, que d'avoir des soins à domicile. Mais pourtant, les personnes handicapées ou les personnes aînées souhaitent de rester le plus longtemps possible à la maison. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres démarches pour la famille Cadieux? Bien, je vais au moins la rencontre avec la ministre, puis après ça, on va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr que malheureusement, les recours ont pas mal tous été utilisés. Là. Bon. Restons dans le domaine de la santé. On le sait, on a vécu ces dernières semaines une inauguration en présence du ministre qui s'est annoncé, disons... En présence de lui-même. Qui s'est annoncé à quelques heures la veille. Exact. Sans aucun sans tambour ni trompette, disons. Sans aucun employé, sans peu de personnes. Donc, il était là, lui, et son arrogance. Ouais. C'était particulier comme inauguration, on s'entendra, même les intervenants du milieu. Il faut dire quand même que c'est un projet qui, depuis des années, qui a eu des annonces à répétition où tout le monde est invité. Les gens, c'était une fête d'avoir la nouvelle urgence, bloc opératoire, etc. Et les gens se sont fait priver leur partie de fête. Êtes-vous satisfait quand même de la finalité des travaux, mis à part l'enjeu du laboratoire, là, mais si on regarde le reste? Là. Oui. Moi, j'ai eu encore récemment, en fin de semaine, j'ai rencontré des citoyens. Un monsieur qui s'est fait opérer, un des premiers au bloc opératoire. Il était enchanté de la qualité du service, du personnel aidant, des locaux adéquats. Donc, moi, en ce moment, je n'ai pas eu de commentaires négatifs sur les nouveaux espaces. Là, on parle de l'urgence, les blocs opératoires, les soins intensifs. Donc, ça, c'est tous les nouveaux services qui sont offerts. Le commentaire qui revient, et les gens me demandent de continuer la bataille, et je vais la continuer de toute façon, c'est les laboratoires. Parce que là, le troisième étage est vide. Exactement. Il va être vide encore pour une grosse année facile. Là. Et plus, parce qu'il faut que le gouvernement, le ministre n'a pas tout à fait statué encore, mais c'est pas mal décidé qu'il veut s'entêter à centraliser une bonne partie des laboratoires à Charlemagne, mais les laboratoires de Charlemagne ne sont pas assez grands. Donc, nous, le gouvernement a payé pour agrandir l'hôpital, a fait un troisième étage qui va être vide pour l'instant, et le gouvernement va payer pour agrandir le laboratoire de Charlemagne pour pouvoir prendre notre laboratoire, qu'on a l'espace, qui aurait été le plus moderne de la Montérégie, pour le transférer là-bas. Chercher l'erreur.
pour le projet de maison mère-enfant? Oui. Bien là, le centre mère-enfant pourrait occuper le 3e étage, une partie du 3e étage, parce que, bon, les laboratoires, mais là encore là, c'est conditionnel, là, parce que tant aussi longtemps que l'autorisation n'est pas faite pour les laboratoires, là, ça a un impact. Là. Donc, les prochains enjeux en santé dans le comté, c'est le 3e étage, laboratoire et maison mère-enfant. Oui, exactement. C'est ça principalement. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres enjeux liés au CHSLD? Bien, c'est sûr qu'il manque de place en CHSLD. Il y a aussi l'état des édifices là, qui, dans certains cas, mériteraient un peu d'amour. Là. Bon. Parlons des enjeux en éducation. Oui. Et dans une autre émission, d'ailleurs, on recevait la présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières, qui parlait évidemment des certains travaux qu'on a eus du côté de Marie-Rivier. Bon, Saint-Césaire, c'est dans Iberville, mais quand même. Pour vous, c'est quoi les principaux enjeux en éducation maintenant dans le comté? Parce que là, ils ont reçu quand même dans le budget 2 millions additionnels sur des cibles, mais quand même au-delà de ça. Oui. Bien, Marie-Rivier, bon, la construction est en train de se faire. Il y a la question de Saint-Eugène. Oui, qui est pour un agrandissement. Là. Oui, parce que là, bon, les jeunes, quand même, dînent dans le gymnase. Là, ça fait en sorte que les jours de pluie, ça devient compliqué de faire de l'activité physique, le divertissement. Donc, l'école Saint-Eugène, il devra avoir des choix qui soient faits. Puis la commission scolaire m'a sensibilisé pour des demandes au ministère dans ce sens-là. Il y a l'école professionnelle là, qui avait une réflexion. Oui, pour avoir un bâtiment unique. Puis de pouvoir faire, oui, à une certaine époque, là, bien, il y a peut-être la possibilité de maintenir sur 2 sites, mais de faire en sorte qu'il y ait plus d'espace pour pouvoir, tant qu'à avoir l'autorisation de certains programmes, mais qu'ils puissent être utilisés à pleine capacité pour former plus de personnes et rentabiliser l'investissement, au fond. Là. Ce qui, en ce moment, c'est plus difficile. Là. Il y a des programmes là, qui sont tellement étroits qu'ils ne peuvent pas avoir tous les élèves permis par le ministère. Puis il y a le cégep aussi, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a des investissements pour les laboratoires de soins infirmiers, qui a été annoncé, là, 1,4 million de mémoire, là, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et il y a d'autres projets là, qui s'en viennent avec le cégep. Bon, côté famille, c'est souvent une question qu'on revient, mais à une certaine époque, on disait toujours il manque des places en garderie, il manque des places en garderie. Là, ici, dans Saint-Jean, est-ce qu'il manque des places en garderie? Est-ce que les délais sont longs? Honnêtement, moi, mes enfants sont rendus très âgés, donc je ne suis plus là-dedans vraiment, mais ça ressemble à quoi aujourd'hui? Il reste des places disponibles. C'est sûr qu'il y a une augmentation du nombre de garderies privées. Puis la décision du gouvernement avec la taxe famille là, libérale, ça fait en sorte que avec le crédit d'impôt, pour certaines familles, ça devient plus avantageux d'envoyer l'enfant en garderie privée. Mais pour beaucoup de familles, ça représente un immense montant sur l'impôt en fin d'année. Là, quand on fait le rapport d'impôt, les gens ils passent à la caisse. Là. Donc, en ce moment, il ne manque pas de place en CPE. Du moins, je n'ai pas d'informations comme quoi qu'il nous en manque. Bon, le comté de Saint-Jean est un comté qui est très, très, très urbanisé et qui comprend, dans le fond, l'ancienne ville de Saint-Jean, Saint-Luc et l'Acadie et Saint-Blaise-sur-Richelieu. Exactement. On oublie. Pas une grosse population, mais 125e anniversaire cette année de Saint-Blaise. J'ai été faire la parade des tracteurs en fin de semaine à Saint-Blaise. Là. On a eu beaucoup de plaisir. C'était des tracteurs à gazon parce que tous les producteurs agricoles étaient trop occupés avec les semences, etc. Là. Donc, on s'est contenté de tracteurs à gazon. Bon. Okay. C'est quoi les principales demandes d'une municipalité comme Saint-Blaise? Saint-Blaise, en ce moment, bon, il y a le réseau routier. Une partie là, qui est partagée avec Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a un enjeu là. Il y a eu... il y a des enjeux agricoles. Bien entendu, toute la gestion de l'offre, ça a un impact pour la municipalité. La municipalité est beaucoup impliquée dans les questions agricoles. Il faut savoir que Saint-Blaise-sur-Richelieu, pour une petite municipalité, parce que comparé à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est petit, Saint-Blaise, mais ils ont un service de loisirs, de service pour la famille extraordinaire et une vie là, sportive et associative là, très intéressante. Et je dirais qu'un des enjeux, bon, il y a eu la question de l'assainissement des eaux dans le village. Donc ça, cette question-là est réglée maintenant. Parlons de transport. Oui. Avez-vous une liste d'épicerie pour le MTQ? Est-ce que vous êtes satisfait de la cadence des travaux du Pont-Gouin jusqu'à présent? Bien là, les travaux, nous, on va demander... Là, on attend de voir avec la question des ingénieurs de l'État, du gouvernement. Les ingénieurs qui sont du gouvernement, il y a eu une grève. Là, il y a possibilité qu'ils retournent en grève. Si tel est le cas, il y aura peut-être une loi spéciale. Ils vont nous rappeler cet été, le gouvernement, pour adopter cette loi-là. Je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire que quand tout ça sera réglé, nous, on va demander un état de situation. Jusqu'à maintenant, il ne me semble pas que les travaux du Pont-Gouin ont été très affectés par la grève, parce que la grève a été quand même de courte durée. Mais c'est sûr que le temps presse pour le Pont-Gouin, là, parce que... Pour rentrer dans les délais, là. Oui, puis plus les semaines passent, plus il y a quand même un risque. Là. Bon.
Le prolongement de l'autoroute 35, c'est un enjeu régional parce que le Oui. prolongement, il n'est pas dans votre comté, Non. il est surtout dans Brome-Missisquoi, mais... Et on sait que le gouvernement fédéral a quand même montré une disposition à aider dans ce projet. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va finir par l'inclure dans sa projection? Le ministre Laurent Lessard, le ministre des Transports, m'a dit, suite à mes nombreuses questions à l'étude des crédits, que une des phases, là, parce qu'il reste 2 phases à réaliser, donc une des phases sera annoncée prochainement par le gouvernement. Ils sont en attente d'un investissement du gouvernement fédéral parce que oui, il y a eu des paroles qui ont été dites sur un investissement du fédéral, mais il n'y a pas de confirmation de montant encore. Donc, le gouvernement du Québec est en attente du gouvernement fédéral à ce sujet-là. Et là, il y aurait ça. Le problème, c'est que c'est une petite phase et c'est celle qui coûte le moins cher. L'autre phase va coûter beaucoup plus cher et là, ça sera plus tard, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans le comté de Saint-Jean qui, à vos yeux, méritent une importance, soit dans la dernière session parlementaire ou dans celle qui va venir à l'automne? Bien, c'est sûr qu'il y a des questions environnementales. Hein, c'est des enjeux, la qualité de l'eau de la rivière, bon, les boisés, etc. Mais, somme toute, là, je peux quand même le dire sans me vanter. Là, quand je suis arrivé comme député, il y avait une longue liste de priorités pour la circonscription, beaucoup de dossiers en attente. Et depuis, la liste est beaucoup plus courte, disons-le comme ça. Sur les questions des transports, la plupart des infrastructures routières du gouvernement du Québec ont été... il reste le Pont-Gouin. Sur le plan de la santé, ça va mieux. Il reste l'hôpital, une partie. En éducation, ça va mieux aussi. Pour la culture, ça va mieux. Le musée a fait peau neuve, nouvelle exposition, rénovation de l'édifice de la place du marché. On a fait beaucoup aussi pour la culture sur différents aspects. Donc, je pense qu'on est dans un moment où là, on peut rêver à plus pour la circonscription. Bon. Parlons des enjeux plus nationaux, plus politiques, parce qu'on va tomber dans une année préélectorale. En principe, à moins que le premier ministre en décide autrement, il devrait y avoir des élections en octobre 2018. 1er octobre. Bon, ce qu'on a vu de l'expérience fédérale avec les élections à date fixe, ça fait des campagnes électorales plus longues ou des pré-campagnes électorales très, très longues. Est-ce que dans votre tête à vous, est-ce que dès septembre-octobre, est-ce qu'on va déjà être en mode préélectoral? Bien, je vous dirais qu'on l'est déjà. Oui, mais c'est ça. On est à plus d'un an, là. Exactement. Mais on le voit aux États-Unis, hein, les élections commencent... Oui, 2 ans avant. Donc, on l'est un peu. Et là, il arrive quoi avec la convergence de vos ex-amis de Québec solidaire? Bien, nous, on s'était entendus. Eux aussi s'étaient entendus. Ils avaient signé le document, le même document que nous. Nous, on l'a montré dans nos instances, tel qu'il était entendu. Eux ont décidé de ne pas le montrer à leurs membres lors du congrès et ont finalement décidé de renier leur signature. Donc, malheureusement, il n'y a plus d'entente et nous allons faire la campagne électorale sans alliance avec Québec solidaire, ce qui aurait permis selon moi, de lancer un message plus clair au gouvernement pour dire, écoutez, là, on a vu ce que ça fait, votre austérité permanente du Parti libéral de couper en éducation, en santé. Donc, est-ce que ça fait mal au Parti québécois? Est-ce que ça fait mal au leadership de votre chef, Jean-François moi, je crois Lisée? qu'on a démontré une ouverture. Parce que ça fait des années que les gens disent « Ah, il y a une division du vote souverainiste ou progressiste. » Donc, nous, on a tendu la main, on a ouvert la porte. Et les gens de Québec solidaire, puis je dis les gens, mais c'est plus... quelques personnes. La haute tête, là, certains ont appelé ça le politburo, là, donc la haute tête de Québec solidaire, qui ont décidé finalement de ne pas aller de l'avant. Mais je pense que les gens qui veulent se débarrasser du gouvernement libéral sont les bienvenus au Parti québécois. Et on le voit, là, on est les mieux placés pour battre le gouvernement et de proposer un plan de gouvernement intègre et progressiste pour les Québécois. Que va faire le député au cours de l'été? Mais je vais faire des activités dans la circonscription, quand même un grand nombre de... Puis j'ai été rappelé le 14 août à Québec, donc je vais revenir rapidement à Québec pour les commissions parlementaires. Puis un petit peu de vacances aussi. Député Turcotte, merci beaucoup. Bon été. Merci à vous. Reste avec nous. Au retour, on reçoit la députée d'Iberville, Claire Sanson. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, 100% hockey. Oui, avec Olivier Archambault et son père, Sylvain. Ça va être pas mal intéressant. Pour la dernière. Voilà. Bon été tout le monde. Bye bye.
Coulisses Beta, jeudi, 19h. C'est la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale à Québec. Bilan de ces quelques semaines et quelques mois d'activité avec notre députée d'Iberville, Claire Sanson. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Si vous aviez à résumer cette session parlementaire qui se termine à Québec, c'est quoi pour vous les grandes lignes? Bien, je vous résume ça rapidement. Régime législatif plutôt maigre. Aucun projet de loi des oppositions a été appelé. Il faut dire qu'il y a eu la grève des légistes et des notaires de l'État que le gouvernement a laissé pourrir pendant des semaines. Donc, peu de travaux législatifs, quelques bâillons pour mettre fin à des grèves, dont celle de la construction et celle des légistes de l'État. Il y a eu ça à Québec. Beaucoup de temps passé sur la collusion et la corruption du Parti libéral, où il y a des journées, on se dit, coudon, y a-t-il d'autres choses d'important? Il se passe-tu d'autres choses? Mais comme ça a attiré beaucoup l'attention des médias, naturellement, ça soulève beaucoup de questions. Sinon, nous, on a travaillé aussi en parallèle à tout ça. On se prépare pour 2018, naturellement, pour les élections provinciales de 2018. Donc, on est en train de peaufiner nos propositions puis nos positions. Donc, ça nous a tenus à occuper pas mal en caucus. Une bonne saison à Québec, malgré tout. Là, j'ai cru comprendre entre les lignes que votre chef craint un déclenchement des élections anticipées, quoiqu'en principe, la loi prévoit octobre 2018. La loi prévoit octobre 2018, mais le premier ministre pourrait, pour des raisons qui sont les siennes, les déclencher de façon hâtive. Il dit qu'il ne le fera pas, mais nous, on ne prend pas de chance et on sera prêt dès l'automne. Bon. Autre chose également, il y a eu récemment un sondage qui était plutôt favorable. Je comprends que souvent, les politiciens n'aiment pas commenter les sondages. C'est sûr que quand ils sont bons, on se laisse, aller un peu. On fait attention. Mais c'est quoi votre lecture de ce sondage-là? Je comprends que les libéraux sont peut-être un peu entachés là, par l'héritage des dernières années, même l'héritage de Jean Charest qui rebondit occasionnellement. Le Parti québécois a connu des ennuis dans sa stratégie de convergence avec Québec solidaire. Vous, ce sondage-là, qui était assez favorable à la coalition Avenir Québec, vous le décodez comment? Bien, moi, je vous dirais que je reste très prudente. Je suis contente de voir que ça s'améliore, qu'il y a de plus en plus de gens qui, enfin, réalisent que nous sommes une option réelle et que nos propositions... Et je pense que le chef fait un bon travail aussi à Québec et mes collègues à poser des bonnes questions, faire des bonnes propositions pour faire avancer les choses. Et après 5 ans, notre parti a 5 ans, je pense que ça commence à rentrer. Et moi, je le vois comme un signe encourageant, mais on ne claironne pas le succès-là. On a du travail à faire encore. Mais en même temps, votre stratégie, c'est quoi? C'est de démontrer l'usure du gouvernement qui est là depuis presque une quinzaine d'années. 15 ans maintenant, à part le petit 18 mois du PQ. Du Parti québécois de Mme Marois. Mais c'est quoi? Vous voulez démontrer l'usure du pouvoir et démontrer que la coalition est une option viable pour gouverner le Québec? Bien, oui, tout à fait. Et effectivement, mon chef se plaît à dire que c'est un parti usé, puis il est en train de m'en convaincre. Là. On le voit là, depuis 3 ans. Là. Moi, je ne peux pas vous nommer un segment de la population qui a vu son sort s'améliorer depuis 3 ans. Que ce soit les enfants, les aînés, les agriculteurs, les gens d'affaires. Les citoyens n'en ont pas eu pour leur argent depuis 3 ans. Donc, c'est un parti qui est usé, qui n'a pas d'idées, qui n'est pas très dynamique. Et effectivement, de notre côté, on a fait plein de propositions. Moi, j'ai fait un rapport sur la francisation des immigrants. Ils en ont pris une partie, mais pas l'essentiel, pas au complet. Et puis, donc, on a des idées, on a des propositions et c'est ça qu'on devra démontrer. Bon, là, vous venez d'en parler de un. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres enjeux liés à votre fonction de porte-parole dans le cabinet fantôme? Ah, bien sûr, il y a eu l'étude des crédits ou en ce qui me concerne, les communications et la langue. Bien, on a vu un peu de saupoudrage, pas de mesures réellement fortes et porteuses. On voit les problèmes de l'industrie de la musique qui ne sont pas abordés, mais absolument pas. Nos médias régionaux ne font pas l'objet. On sait que tous les médias régionaux, que ce soit nos radios, nos journaux, nos télévisions régionales, sont menacés. Le défi du numérique est énorme. Leur financement est menacé.
Mais ils n'ont même pas l'oreille sur la traque de chemin de fer pour savoir ce qui se passe à Ottawa. Il y a des audiences importantes qui se passent à Ottawa, puis le Québec n'est pas là. Donc, si on n'a rien, il ne faudra pas se poser la question, là. Bon. Dans le comté d'Iberville, maintenant, pour vous, depuis le début de l'année, depuis janvier 2017, quels ont été les principaux dossiers, les enjeux sur lesquels vous avez travaillé dans le comté d'Iberville? Ah, il y en a eu plusieurs qui relèvent de la sécurité publique au ministère des Transports. Et ça, j'avoue, au ministère des Transports, parce qu'on a beaucoup de routes. Entre autres, je peux vous donner un exemple, la 112 à Saint-Césaire, où je pense que c'est la seule municipalité au Québec qui est traversée bord en bord par une autoroute. Et c'est aussi un corridor scolaire. Les enfants traversent la 112 le matin. Il n'y a pas de feu de circulation, il n'y a pas de dos down, il n'y a pas d'arrêt stop, il n'y a rien. C'est dangereux. Mais c'est long, c'est ardu. On y travaille depuis plus d'1 an pour essayer de convaincre le MTQ, le ministère des Transports, de régler ça, mais c'est compliqué. On a réglé une signalisation à Saint-Georges-de-Clarenceville, sur la rue Beach, où là aussi, ça roulait vite, puis il y avait quand même beaucoup de collisions assez fréquentes qui se faisaient là, puis il y avait un besoin criant. Ça a été réglé. Mais ça, avec le ministère des Transports, c'est toujours assez compliqué. C'est long, c'est ardu. Puis je ne blâme même pas le ministre. Là. Le ministre ne peut pas connaître tous les dossiers de toutes les routes numérotées du Québec. Là. Mais il y en a eu plusieurs. J'ai ma grande peine, et je n'ai pas encore fait mon deuil, de la fermeture de la maison Miclette à Iberville, qui était une unité, un centre intermédiaire pour les personnes en perte d'autonomie, qui, malheureusement, avec les réformes de la santé, ne fitait plus dans les petits carreaux des fonctionnaires. Et finalement, ils ont abandonné puis ils ont fermé. Ça, c'est d'une tristesse et ça démontre à quel point l'appareil gouvernemental, parfois, bien, souvent, prend des décisions qui sont déconnectées complètement d'un milieu. Ils ne savent pas, ils ne consultent pas, ils ne demandent pas aux gens sur le terrain des impacts et ça nous donne des situations comme celle-là. Ça, c'est très triste. Bon. Et dans le dossier du prolongement de la 35, je comprends que la dernière portion, elle est principalement dans Brome-Missisquoi, mais quand même, ça touche tout le monde. Là. Oui. Et le député libéral fédéral, Jean Rioux, dit, écoutez, le fédéral est prêt à contribuer. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que l'intention du premier ministre Couillard était de régler ce dossier-là, mais visiblement, ça ne sera pas tout de suite. Moi, je vous dirais qu'à la dernière campagne, en 2014, tous les partis se sont commis et ont promis de terminer la 35. Et quand je regarde dans les documents du gouvernement à l'heure actuelle, c'est encore un projet à l'étude. Ça veut dire que ça ne sera pas fait avant 3 ans. Bon. À quoi va ressembler votre été? Oh, on va se reposer un peu, mais je vais rester autour. Il y a beaucoup d'activités dans le comté l'été, puis j'aime ça être dans le comté. Là, je suis contente, la session est terminée. Là, je me promène. Puis... Mais là, on est à 1 an des élections, mais vous connaissez déjà un de vos adversaires, qui est le maire de Saint-Sébastien. Oui, c'est sûr. Thibert. Oui, puis on va se croiser cet été, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. On se taquine un peu, puis tout ça. Mais c'est la démocratie. Tout le monde peut se présenter. Si je peux, il peut. Donc, ça, vous voyez de cette façon-là? Oui. Si je peux me présenter, tous les citoyens peuvent se présenter. Il n'y a pas de problème. On va faire une vraie campagne. Et le meilleur gagnera. C'est comme ça. C'est ça la vie. Mais là, c'est Martin, mais le Parti libéral aurait pu choisir un autre candidat. Puis on va avoir des adversaires, c'est évident. Donc, un bel été en perspective. Et pour vous, donc, l'automne prochain, je comprends qu'on sera à 1 année, à 1 an de l'élection. Mais pour vous, quels seront les principaux enjeux de la prochaine session parlementaire ou des enjeux de comté que vous souhaitez voir se régler, disons, avant la prochaine élection? Bien, moi, je vous dirais que tous les partis, sans exception, puis pas juste nous, là, quand on va rentrer à l'automne, dans les fêtes, tout le monde va être en campagne électorale. 1 an d'avance? Bien, à partir du moment où le premier ministre n'en déclenche pas de façon hâtive, on sait tous que la tombée, c'est le 1er octobre. Donc, on sait que, d'abord, sur les fêtes, on va être sur le terrain à l'été prochain avec les pancartes et tout ça. Mais dans les fêtes, on va voir beaucoup plus clairement les positionnements des différents partis en vue de la campagne électorale. Ça va être ça, là. Bon, moi, je pense que, sincèrement, ça va être ça. Et pour vous, dans le comté d'Iberville, est-ce qu'il y a un dossier majeur que vous souhaitez vraiment voir se régler dans la prochaine année? Moi, je vous dirais qu'il y en a plusieurs. Puis ils concernent essentiellement le ministère du Transport. Principalement. Moi, je pense que la sécurité publique, c'est important. Il n'y a pas de raison, quand on est conscient qu'il y a un danger réel qui existe, qu'on attende une catastrophe, un décès, un accident bête et méchant pour agir. Donc, j'ai l'intention de travailler beaucoup sur ceux-là aussi.
Pierre-François, merci beaucoup. Bon été. Merci à vous. Restez avec nous au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Au cours de l'été, 7, 8, 9 juillet, symposium d'art organisé par Artaud, et ça va être ici même dans le Vieux-Saint-Jean sur la place publique. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville, mais l'émission va faire relâche durant l'été, retour à l'automne. Également, vous dire le Télébingo, c'est le dernier de la saison, dimanche le 2 juillet, puis c'est un spécial 4 000 $. Achetez vos livrets, il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets pour avoir la liste tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu. Pour me joindre moi personnellement par courriel, Éric Latour, en un mot, à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées. Vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et ériclatour.com est diffusé à tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche à compter de 16h. À demain. Bye-bye.